qui va justement nous éclairer. Et je te remercie, Dylan, parce qu'il y a quand même une expérience dont on va pouvoir profiter ce soir. Donc, Dylan, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous ceux que je n'ai pas vus. Et puis, je voulais avant de commencer, quand même, encore dire merci pour ce témoignage. Parce que je crois que c'est vachement important d'avoir la théorie, un peu comme je vous l'ai posé, mais aussi d'avoir du vécu. C'est comme ça qu'on se rend mieux compte des choses. Alors, j'ai un sujet, bien évidemment, qui est très à la mode en ce moment. On en parle beaucoup dans les médias. Et j'allais dire tant mieux, parce que ça permet aussi d'avoir des éléments de connaissance. Parce que c'est un vrai fléau de la narcissisme. Donc le fait de connaître, c'est important. Le revers de la médaille, c'est qu'on en parle beaucoup et du coup on a l'impression qu'il y a des pervers narcissiques partout. Donc il faut être très prudent. J'essaie de vous donner quelques clés pour ne pas mettre l'étiquette trop vite. Parce que on estime, alors c'est des chiffres qui sont difficiles à assurer qu'il y a 1 à 2% de la population simplement qui sont touchés par cette pathologie. Alors c'est beaucoup et peu, mais il n'y en a pas partout quand même. Alors ce soir, moi je ne vais pas vous faire un cours de psychopathologie parce que je ne suis pas psy déjà. Et je préfère témoigner de mon expérience personnelle. Et je vais témoigner sur 2 axes. Le premier, c'est mon expérience professionnelle, parce que j'accompagne des gens pour leur évolution. Et il se trouve qu'au début, quand j'ai rencontré des gens qui étaient victimes de pervers narcissiques, j'étais vraiment très démuni, parce que je ne comprenais pas bien ce qui se passait. Et puis ensuite, je ne savais pas très bien ce qu'il fallait faire pour les aider. Donc ça, c'était la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est mon expérience plus personnelle, puisque j'ai créé une société il y a quelques années, et j'ai été associé pendant 3 ans et demi avec quelqu'un qui avait toutes les caractéristiques de la pervers narcissique. Par conséquent, je l'ai vécu au quotidien, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, parce qu'il ne vous lâche pas une seconde. Donc c'est un vrai sujet important, et je vais l'aborder sur plusieurs angles. La première chose, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une relation d'emprise. Quels sont les éléments qui vont vous permettre de la reconnaître. Ensuite, qu'est-ce que c'est qu'un pervers narcissique? Comment est-ce que lui, on reconnaît? Comment il fonctionne? Quels sont les processus qui permettent de dire que oui, il y a des probabilités que ça en soit. Je vous parlerai de ce processus qui est toujours le même. C'est assez étonnant, mais quel que soit le pervers narcissique, le processus il est toujours le même. Je vous parlerai un peu des victimes, des proies, qui sont les proies potentielles. Et puis je terminerai en vous donnant quelques éléments pour savoir comment on s'en sort. Et puis comment on se reconstruit après, parce que c'est vrai que c'est un moment. Voilà, donc, qu'est-ce que c'est que l'emprise? Qu'est-ce que c'est qu'une relation d'emprise? C'est très difficile à identifier. Tout simplement parce que le pervers narcissique, on ne le voit pas comme ça. On a l'impression qu'on en parle tout le temps et qu'il y en a partout, mais en fait, c'est très très difficile à identifier. Ce sont des gens qui sont des spécialistes du camouflage. On voit plus les victimes. Et les victimes, c'est elles qui vont permettre de donner des indicateurs sur le fait qu'il y a une relation d'emprise et une relation toxique ou pas. Le premier signe qui doit vous alerter, c'est que les victimes de pervers narcissiques sont en grande souffrance. Je crois que le témoignage de Mélie l'a démontré. Ce sont des gens qui ont perdu progressivement toute leur identité, toute leur confiance en soi. Ils sont complètement déboussolés, ils ne savent plus ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas. Ils n'ont plus aucun repère par rapport à leur identité. Ils sont complètement paumés. Ça se traduit en plus par le fait qu'ils vont être en stress permanent, mais ils vont déclencher bien souvent une forme de dépression. Je ne suis pas médecin, je ne vais pas mettre peut-être beaucoup trop vite sur les pathologies, mais il y a une forme dépressive. Ce sont des gens qui ne dorment plus, qui ne mangent pratiquement plus, qui vont déclencher des maladies. Et tous ces éléments-là sont vraiment des signaux sur le fait qu'il y a une vraie souffrance. Ça, c'est vraiment le point primordial.
Et c'est très difficile à identifier, même chez les victimes, parce que les victimes elles-mêmes vont avoir tendance à protéger leur bourreau, et elles ne vont pas tout dévoiler. Donc il faut vraiment être très attentif. Elles vont vous donner des petits signaux, et là, il faut vraiment y aller si vous voulez les aider. Donc le premier signal, c'est la souffrance. Le deuxième, c'est l'isolement. Là encore, Amélie l'a dit très bien. Une des techniques de base du terrain narcissique, c'est d'isoler sa victime. Pourquoi? Parce que pour instaurer son pouvoir et pour pouvoir faire en sorte qu'il ne soit plus que la seule référence, il faut qu'il isole. Donc il va faire en sorte que la victime se brouille avec ses parents, ses amis, son boulot, et des techniques, vous verrez, qui marchent mieux, c'est les lunettes. Là, c'est les tout. Donc l'isolement, il y a un vrai isolement, et les personnes sont seules, parce qu'il a fait le vide autour d'elles. Et troisième élément qui doit vous alerter, c'est un sentiment de culpabilité. Il se trouve que la relation qui était très bien au début, elle se met à se dégrader, et la victime va penser que c'est de sa faute. Donc elle va se mettre à culpabiliser de la situation. Et donc elle va dépenser de l'énergie folle à essayer de faire en sorte que ça aille mieux. Mais plus elle dépense cette énergie, et moins bien ça va, parce que c'est son fonctionnement. Et par conséquent, toute cette énergie où ça ne bouge pas, la victime va se mettre à culpabiliser, et de plus en plus. Et pour n'importe quoi, elle va se mettre à culpabiliser du temps qu'il fait ou des problèmes. Je ne pouvez pas tous être témoin. C'est incroyable. Ils ont l'impression que tout est de leur faute. Donc voilà, trois critères qui doivent vraiment vous alerter sont une grande souffrance, un isolement et une culpabilité. Alors je vais faire toute petite parenthèse, vous allez la faire avant que je vais faire maintenant. On dit toujours le terrain narcissique. En réalité, il y a autant de choses. C'est très important de l'entendre en tout cas. On voit moins les hommes, tout simplement parce que nous avons toujours plus de mal à avouer qu'il a été harcelé, malmené, voire battu par une femme. Donc on les voit moins et on parle toujours du terrain narcissique mal, mais la théorie existe aussi. Donc voilà la relation d'emprise, comment elle se passe. Alors, ces trois critères, ces trois éléments qui doivent vous alerter, en fait, ils ne sont pas liés à la conjoncture actuelle. C'est simplement qu'il y a derrière quelqu'un qui est en train de mettre en place une espèce de bonne d'araignée qui fait que la victime se trouve dans cette situation. Et cette personne, ça peut être un patron, un ami, un parent, le spectre est assez large. Alors, c'est qui ce terrain narcissique? Parce qu'on entend beaucoup parler, et en réalité, c'est difficile de l'identifier. Il est très difficile notamment de démasquer. Alors, j'utilise le terme de démasquer parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur le sujet qui disent que, en fait, le terrain narcissique cache son identité derrière une succession de masques qu'il superpose. Il y a notamment une psychologue qui s'appelle Anne Ziegler, qui a écrit un bouquin super là-dessus, ça s'appelle Bas les masques, et là elle montre bien la superposition de différents masques. Alors le premier de ces masques, c'est le masque de la sympathie, de la séduction. Parce que bien évidemment, pour pouvoir attraper une proie, il faut la séduire. Donc il va séduire sa proie avec une apparence de sympathie. Ils sont attentionnés, ils sont ouverts, ils sont drôles, ils sont souvent drôles. Et tous ces critères-là font que, oui, on se fait piéger. C'est juste un rôle de composition. Il ne faut pas se laisser prendre. Le deuxième masque, il est presque pire. C'est le masque de la normalité. Ce sont des gens qui sont complètement normaux. Ils sont comme vous et moi. Mais il n'y a aucun signe qui permet de dire que c'est quelqu'un de malade. Parce que, je le précise une nouvelle fois, c'est une pathologie. Mais c'est une pathologie asymptomatique. Aucun signe extérieur. Le médecin, quand il a besoin de diagnostiquer une grippe, il a des signaux pour qu'il lui dise voilà, il y a ça, c'est une grippe. Là, il n'y a rien. Ils sont complètement comme nous. Il n'y a rien d'apparent. Alors vous allez me dire, bon, ils sont sympathiques, ils sont drôles, ils sont ouverts, ils sont fonctionnés, ils sont normaux, c'est pas le problème. En fait, le problème, c'est que quand ils ont tiré ces masques-là, ils ont deux caractéristiques principales. La première, c'est que c'est un prédateur. Il y en a des pires.
Le deuxième élément, c'est que c'est un parasite. Alors, avant de rentrer dans le détail de ce que c'est qu'un prédateur et un parasite, j'ai apporté mes notes et je vais vous lire la définition que j'ai trouvée dans le dictionnaire d'un prédateur et d'un parasite. Un prédateur, en ethnologie, c'est un homme qui vit de l'économie destructrice. Par analogie, il s'agit d'un végétal qui se développe aux dépens d'un autre jusqu'à la destruction partielle ou totale de ce dernier. Plus récemment, la prédation est définie comme le mode de nutrition du règne animal qui consiste à s'emparer d'une proie pour la dévorer et se nourrir de sa substance. Ça, c'est le prédateur. Le parasite, maintenant, alors j'invente rien, c'est des définitions du dictionnaire. Le parasite, c'est un organisme vivant sur ou dans un autre organisme qui se nourrit aux dépens de l'autre sans le détruire, quoique dans certains cas, la détérioration progressive de l'autre puisse entraîner sa mort au bout d'un certain temps. Plus généralement, le parasite se dit des personnes, d'êtres vivants, qui vivent aux dépens des autres. Donc je ne fais pas de dessin, on est effectivement dans un sujet qui est quand même grave, parce que dans les deux cas, il y a la destruction de l'autre. Alors je voulais vous illustrer parce que ça permet de fixer un peu les idées. Et quand je voulais savoir ce que c'était un prédateur, en fait, ce qui m'est venu tout de suite à l'esprit, c'est le lion, le loup, c'est plutôt sympa. En fait, je me suis dit, c'est pas des bons exemples. Et j'ai trouvé le crocodile. Alors, pourquoi le crocodile? Parce que le crocodile, comme le lion narcissique, il est très fort dans le camouflage. Il va être dans son marigot, il ne bouge pas, il est planqué, on voit les yeux, on dirait un vieux tronc d'arbre immobile. Il est juste en train de chasser à l'affût. Et il attend que sa victime, sa proie, vienne étancher sa soif. Et donc il ne bouge pas, il est là tranquille, complètement inopérant. À l'air de rien. Sauf que le crocodile, il a une capacité à attraper sa proie, qui est très vif et assez étonnant. C'est un animal qui peut, sans élan, sortir de l'eau à plus de 2 mètres de haut. Donc quand il attaque, ça va très très vite. Et quand il attaque et qu'il attrape sa proie, il la lâche plus. Alors, pas encore, l'histoire animalière, mais le crocodile est un des animaux du règne animal qui a la pression de la mâchoire la plus forte. Pour vous illustrer, un homme, c'est de l'ordre de 60 kg au centimètre carré. Un pitbull, c'est dessus, de l'ordre de 180 kg au centimètre carré. Un crocodile, c'est 2 tonnes. Donc quand il attrape, il lâche plus. Et donc quand il a attrapé son antilope, ses gazelles, il va l'emmener dans son lieu à lui, c'est-à-dire dans l'espace de marigot. Et il va le noyer. Il la sort de son contexte. Mais il y a une autre particularité du crocodile, c'est qu'il a un tout petit estomac. Et donc il ne peut pas la manger d'un coup. Donc il va la planquer sous une berge et il le met à manger petit à petit. C'est sur la durée que ça se passe. Je suis désolé, ça je prends un peu l'ambiance. Alors pour ce qui est du parasite, on voit souvent comme exemple des gens qui prennent la tique ou le vampire. Je trouve que c'est un peu ridicule à l'ampleur, et moi je préfère le lierre. Pourquoi le lierre? Parce que le lierre, il va aller se mettre sur un arbre, et puis il va commencer le process à sel. Si vous regardez, si vous allez dans la forêt, vous verrez rarement un lierre sur un petit baligo dans le milieu. Ils prennent des gros arbres, ils prennent des chênes, des hêtres, ils prennent des... il y a de la sève à bien manger. Et ils vont croître jusqu'à l'étouffer complètement. Jusqu'à l'étouffer complètement et à faire mourir l'arbre. Et c'est ça qui est paradoxal chez le ver narcissique, c'est qu'il est prêt à s'auto-détruire à partir du moment où il détruit sa soie. Ça paraît fou, mais ça arrive. Donc voilà ce que c'est qu'un prédateur, ce que c'est qu'un parasite. Alors vous allez me dire, maintenant je suis bien avancé, et que vous en revenez. Je ne vous ai pas donné beaucoup d'éléments. Alors, pour rentrer plus dans des choses concrètes, je vais m'appuyer sur des travaux qui ont été faits par une fille qui s'appelle Isabelle Nazaraya et qui a établi 30 critères qui permettent de déterminer comment est-ce qu'on reconnaît un narcissique. Alors elle dit, à partir de 14 de ces critères, il y a de fortes présomptions que ça en soit. Au-delà de 20, de moins en moins de nous. En général, ils sont des 30. Alors, ces critères, vous les trouvez sur Internet, je ne vais pas tous vous les citer parce que tout le monde y passe la nuit. Je vais juste quand même vous donner quelques indications, parce qu'ils sont vachement bien faits, sauf qu'il faut quand même comprendre comment ils fonctionnent. Un de ces critères, elle dit, il est jaloux. Alors, il est jaloux, ouais, mais moi, si ma femme, elle sort avec 3 de ses anciens potes toute la nuit, je vais être jaloux aussi.
Je ne suis pas pervers narcissique pour autant. Alors lui, il n'est pas jaloux, il est envieux. Il est envieux de tout ce que vous avez. Vous avez une petite tuyau pourri, ben, il en veut aussi. Vous avez un appart, un machin, il veut aussi. Il est envieux de tout ce que vous avez. Donc c'est plus que de la jalousie, c'est vraiment de l'envie. Un autre critère, c'est ses réponses sont toujours floues. Rien n'est jamais précis. Quand vous lui posez une question, il ne vous répondra jamais. Ça va toujours être mais je sais pas, mais vous n'avez qu'à savoir, mais pourquoi est-ce que je veux te raconter ça va. Il n'y a jamais rien de. Et comme ils adorent parler, ça peut durer des heures. Si vous rentrez dans ce jeu-là, et c'est épuisant. Oui, c'est ça, c'est différent. Et ça a été contre le ministère justement. Voilà, un truc qui a été en disant soyez précis, j'avais pas compris à un moment, c'était l'idée à ce moment-là. Effectivement, lui, il disait non, mais c'est possible, c'est le bien. Soyez précis, soyez précis. Et là, ça disait, et effectivement. Ils ne savent pas faire ça. Comme ils ne savent pas poser une question. Ils vont toujours être dans le flou le plus complet parce que, parfaitement où ils se positionnent, on peut les contrer. Donc le flou le plus complet, toujours testé dans l'image générale. Un autre critère, c'est l'immense. Alors l'immense, ouais, on ment tous. On ment tous plus ou moins. Moi, si j'arrive en retard au boulot, cette première fois de la semaine, je vais me faire allumer par mon patron. Je vais lui dire que la ligne 13 était encore en panne, que le bus était dans un embouteillage, qu'il y avait une ligne. Ouais, je suis en train de mentir. Autre exemple, j'ai un copain qui me téléphone, je le connais, il me parlait pendant 2 heures, je n'ai pas envie de lui parler. Donc je lui répondais dans 3 jours, évidemment, j'ai pas entendu la sonnerie, j'ai pas pris, je me ce que je voulais. Donc lui ment aussi. Et ça n'a pas beaucoup de conséquences. Le pervers narcissique, lui, quand il ment pour tout le temps. Et plus c'est gros, plus ça passe. On est dans un autre monde. On est vraiment en train de raconter n'importe quoi. Mais souvent, il n'y a pas de référentiel. Et ça me fait penser, en vous disant ça, que quand je suis venu aux études, j'ai eu la chance de faire des études de technique. Et puis ensuite, j'ai bifurqué sur Sciences Po parce qu'il y avait une équivalence. Et donc, ça m'a permis pour mon métier aujourd'hui d'avoir cette double compétence, à la fois scientifique et à la fois économique politique. Merci, je suis en train de vous dire un énorme mensonge. Évidemment, j'ai fait ni Sciences Po, ni Polytechnique. Sauf que, à part les deux, je connais un petit peu, personne dans cette salle ne peut dire. Bien sûr. Et si par malheur pour moi, j'ai avancé sur ce groupe à mon âge, il me dit, mais il n'était pas sur les listes, machin. Pas grave, j'avais prévenu le secrétariat, ils ont oublié, c'était une fois que je demande, laissez tomber. On peut raconter n'importe quoi. Voilà. Et ils sont très très bons. Donc voilà, les critères de Nataraga, voilà comment il faut aussi les comprendre. C'est pas, faut pas les prendre au pied de la lettre. Et surtout, ce qui est très difficile avec ces critères, c'est qu'il faut connaître un peu la personne. Parce que établir sur une liste de 30 critères, même quand on a 15, il faut commencer à la connaître un petit peu. Même moi, pour moi, j'ai du mal. Donc, ça veut dire que la seule personne qui serait vraiment habilitée à le faire, c'est la victime. Or, la victime, elle est complètement HS et elle n'a pas la capacité de le faire. Donc, attention à ces critères, de les prendre vraiment avec précaution et de ne pas mettre une étiquette trop rapide parce que quelqu'un a quelques critères. Vous avez vu, je mens, je suis jaloux et voilà, ça va vite. Donc, attention. Alors, vous êtes toujours pas beaucoup plus avancé parce que ça veut dire qu'il faut repérer ces gens-là et ça change. Alors, moi, je vais vous donner 2 indicateurs. 2 indicateurs qui permettent de commencer à voir. C'est pas des choses scientifiques. Hein. Ça doit vous permettre d'alerter votre conscience. Le premier indicateur, c'est que le pervers narcissique, il n'est jamais responsable pour rien. C'est jamais de sa faute. Lui, il n'y est pour rien. C'est toujours la faute de lui. Sauf quand c'est bien. Quand c'est bien, c'est lui. Mais quand c'est pas bien, c'est toujours l'autre. Et lui, voilà, c'est pas. Il n'y pour rien, c'est pas. Il a pas fait exprès, c'est pas. Voilà. Donc, ça, ils ont du mal à le cacher. Et ça sort assez vite. Même si vous ne connaissez pas très bien les gens, quelqu'un qui fonctionne tout le temps comme ça, c'est un indicateur. Alors, c'est pas le seul, mais c'est un indicateur. Et le deuxième, sont des gens qui vont jouir du malheur des autres. Ça, c'est le côté pervers. Et ils vont avoir un vrai plaisir à quelqu'un qui souffre, par rapport à quelqu'un qui souffre. Et ça aussi, ils ont du mal à le cacher. Parce que de temps en temps, ça ressort.
deux indicateurs où là, le père narcissique, il a vraiment du mal à cacher ça. Et voilà, ça doit alerter votre attention. Est-ce que vous pouvez une question à la fin, vous posez également. Je crois qu'on a un petit peu de temps. À la fin, en fait, on a prévu. Plutôt à la fin. Dit pour profiter. En fait, on a prévu une question à la fin, si vous voulez bien. On aura un exposé global, effectivement, sur tout ce qui vient de nous apprendre. Mais à la fin, on a des questions. Du coup, notez-les dans un petit coin de tête pour même de côté. Donc voilà quelques indicateurs qui doivent commencer à vous alerter. Par opposition, qui n'est pas un pervers narcissique? Parce qu'on a tendance à l'expliquer très facilement. Alors déjà, manipulateur, on est tous un peu manipulateurs. Plus ou moins, et tout dépend après de la finalité de ce pourquoi on manipule. Le vendeur de voiture qui veut absolument vendre sa belle limousine bleue à ce dont il touche, il va les manipuler, c'est l'évidence. Sauf que, quelque part, la voiture bleue, elle la convient. Et ce n'est pas un problème en soi, c'est la finalité du vent. Le côté pervers, on a des soucis avec le côté pervers. Il s'estompe quand même au fil du temps. Il y a bien longtemps que j'ai moins de plaisir à arracher les pattes des mouches. Mais on a tous un peu un côté pervers, c'est notre côté sombre, notre côté marron. Et puis le côté narcissique, on a tous aussi un côté narcissique. Et je dirais tant mieux, parce que c'est aussi ce qui permet de construire la confiance en soi et notre estime de soi. Donc, vous voyez trois mots qui, en soi, sont assez anodins, sont mis ensemble, ça peut être un peu plus violent. Donc voilà. Alors, juste pour résumer, ne faites pas de diagnostic trop rapide, parce que c'est vachement compliqué. Alors, comment fonctionnent ces animaux-là? Ils ont un processus qui est toujours le même. Ça paraît fou, mais c'est toujours la même chose. Ça se passe en 4 étapes. La première étape, c'est une phase de séduction. Parce que, comme je vous disais, pour attraper une proie, il faut la séduire. Donc, ils vont être, c'est le premier masque, séduction, sympathie. Sauf que moi, quand j'ai envie de séduire une femme, je vais utiliser mes qualités, je vais un peu grossir le trait, je vais supplanter un peu mes défauts, voilà, et puis je vais le faire avec. Mais ça sera quand même moi. Lui, il ne fait pas du tout pareil. Lui, il est juste en train de faire exactement ce que vous attendez qu'il fasse. De dire exactement ce que vous attendez, ce que vous allez dire. Il se met exactement dans la position de ce que vous voulez. Et ça, c'est fascinant, même si ça ne lui convient pas. Hein. Mais ça, il est en train de se dire comme ça, donc forcément ça marche. Il fait tout comme vous voulez. Au boulot, c'est le patron idéal qui vous a trouvé un boulot de rêve. En amitié, c'est celui qui vous comprend, qui a fonctionné. Et puis dans la vie de couple, c'est très charmant, hein, il y a tout mieux. On ne peut pas rêver mieux. Donc ça, c'est la phase vraiment de séduction. Alors ça peut durer plus ou moins longtemps, en fonction de ses compétences et ses qualités, mais ça se passe un peu comme ça. Et puis, il va se passer un élément où il va switcher. Il va retirer son masque de sympathie. Et il y a souvent, dans la plupart des cas, un fait qui va faire qu'il va switcher. Alors ça peut être dans le boulot, ça peut être le fait de passer de CDD en CDI, ça peut être le fait d'avoir une mutation. Dans l'amitié, ça peut être le fait qu'on s'est tellement confié à son copain que si c'est allé faire la public, ça commence à être un petit peu embêtant. Et puis dans la vie de couple, c'est les fiançailles, le mariage, l'ensemble, bien évidemment le gamin, ça fait bien. Pour les parents et les enfants, il faut besoin de ferrer qui sont ferrés à la naissance. Donc il y a le ferrage, et là il se passe un moment où ça bascule. Et ça peut basculer à une vitesse incroyablement rapide, comme on dit tout à l'heure, puisque ça peut basculer du jour au lendemain. On peut être avec une personne un jour et ne pas le reconnaître le lendemain, simplement parce qu'il a retiré son masque de sympathie. Donc ça c'est la deuxième étape, le ferrage. La troisième, une fois que c'est ferré, après il va y aller son cœur et il harcèle. Et on est souvent pris, il va utiliser des techniques qui sont des techniques effrayantes, puisque c'est des techniques qui se rapprochent en tout point aux techniques qu'on peut trouver dans les camps des pires dictatures du siècle dernier, les Lénine,
ces techniques-là, c'est exactement les mêmes. Sauf que dans ces régimes totalitaires, on leur apprend. Le père narcissique, lui, il l'a d'instinct. Il sait faire ça. C'est complètement fou, mais c'est comme ça. Dernier point, c'est la destruction. Parce que la finalité de cette relation, c'est la destruction. Il n'est content aussi la détruire. Donc, 4 étapes. Hein. Séduction, ferrage, harcèlement et destruction. Ça se passe toujours de la même façon. Je vais vous parler un petit peu de la phase de harcèlement pour vous montrer les techniques qu'ils peuvent employer, sachant que je ne serai pas exhaustif parce que bien évidemment, ils ont une imagination débordante dans ce domaine. Mais je vais quand même vous donner quelques indicateurs sur leur mode opératoire. Pour comprendre ça, il faut se référer à un monsieur qui s'appelle Paul Racamier, qui est un psychanalyste, qui est le premier qui a utilisé le terme de manipulateur pervers narcissique. Alors, je crois que c'était en 86. Vous pouvez répéter le nom. Paul-Claude Racamier, R-A-C-A-M-I-E-R. C'est un psychanalyste qui est le premier donc, à avoir utilisé, je crois que c'est 86, donc vous voyez, c'est pas si vieux que ça. Et lui, il parle de décervelage. Donc, c'est un véritable lavage de cerveau qui va se passer. Il va faire reset sur la carte mère et il annule tout. Et il va remplacer par ses idéologies. Et comment il fait ça? Eh bien, la première chose, et la plus simple à dire, c'est l'isolement. Parce que quand on a des références ailleurs, c'est plus difficile. Enfin, on peut comparer ce que lui dit. Donc, il fait en sorte que personne autour de lui ne puisse contredire. Donc, il isole. Donc, il va faire en sorte qu'on se connaisse avec sa famille, ses amis, sa relation, son boulot. Le meilleur moyen, c'est le déménagement. J'ai rencontré une jeune femme qui était en Normandie et qui, quelques semaines après son mariage, comme par hasard, son mari a été muté aux Antilles. Donc, coupure avec tout le monde, c'est le endroit où elle connaissait personne. Elle n'est pas de boulot, le climat est pas tout à fait le même, et donc là, il a des producteurs. Quelques années plus tard, elle a été voir un médecin, parce qu'elle n'en peut plus, et le médecin était assez formidable, manifestement, lui a dit: Madame, il faut partir. Pour rentrer en métropole, c'est urgent. Alors elle a dit oui, elle avait 2 filles à l'époque. Elle a dit oui, je vais voir la fin de l'année scolaire. Elle a dit non, vous prenez vos filles, vos bagages, vous partez demain. Bon, c'est ce qu'elle a fait, et probablement c'est ce qu'elle a sauvé. Donc, isolement. Hein. Et ils ont des techniques formidables pour pouvoir lier les gens entre eux. Ils se la dynamique de façon formidable, et ça permet effectivement de trouver. Et puis ensuite, il y a une autre technique qui vient après, c'est la fatigue. Parce que pour résumer, on a besoin d'être un peu fort. Donc ils vont fatiguer leur équipe, on fait beaucoup moins bien. Et quand on a passé une nuit blanche, le cerveau tourne beaucoup moins bien. Donc ils vont faire en sorte de vous courir de nuit. Au boulot, c'est le patron qui vous envoie à 23 heures un SMS avec préparation de dossier pour la réunion dans 19 heures. Et il va se passer la nuit. Pour remplacer tout ça. Alors une fois ça va, mais il faut ça tout le temps. Au niveau familial, c'est faire en sorte que après une dure journée, monsieur et madame se couchent et puis là, vous allez regarder toute la nuit. Non, c'est pas ce que vous pensez, elle va courir, c'est elle va lui parler d'un truc super important au moment où il s'endort, et donc, lui, ça y est, il engage toute la nuit, sa nuit, elle est foutue. Et puis, dans le matin, il va le réveiller à 5 heures, en disant c'est bon, tu as trouvé la solution. Donc, une fois, ça va, pareil, mais c'est tout le temps. Donc, ça n'arrête pas. Donc, quand vous êtes isolé, quand vous commencez à plus avoir l'esprit très net parce que vous êtes fatigué, ben après, c'est facile. Hein. On applique des techniques. Alors, je ne vais pas vous rentrer dans le détail de toutes les techniques qu'il peut y avoir. Je vais dire des gros mots. Qui sont des techniques très habituelles qu'on retrouve chez tous les psy. Je vais juste donner une petite anecdote pour vous fixer un peu l'idée. J'aime bien cette histoire, que vous connaissez peut-être. C'est la mère qui offre à son fils 2 cravates, une rouge et une bleue, et qu'elle l'invite à dîner le dimanche suivant. Donc le fils, il est content, il avait sa belle cravate bleue, et quand il arrive, elle lui dit: pas la rouge. S'il avait mis la rouge, mais même pas la bleue,
s'il n'avait pas une cravate, il ne pas mes cravates, et s'il met les deux, il est ridicule. Donc, quoi qu'il se passe, elle l'a piégé. Et en plus, c'est elle qui est le générateur de ça. Ils sont super forts pour ça. Ils arrivent à vous embobiner et à vous mettre dans des situations où, quoi que vous fassiez, vous êtes piégé. C'est, je ne sais pas si vous avez de mauvais souvenirs, mais malheureusement, c'est difficile, hein, parce que moi j'essaie de le faire et je peux dire que c'est compliqué. Eux, ils font ça avec une spontanéité absolument incroyable. Autre technique, ils vont vous mettre d'une façon ou d'une autre relativement mal à l'aise, de manière que vous ne sachiez plus très bien ce qu'il faut penser. Oui, j'aime bien ton recul, mais je ne suis pas sûr qu'il aille très bien. Bah, il peut partir avec ça et être tranquille pour la soirée. Il est bien le recul ou il n'est pas bien? Il faut que je le mette, il ne faut pas que je le mette? Bon, désolé, Louis. Ils vont vous tourner la tête parce que un coup c'est blanc, un coup c'est noir, un coup il faut faire comme ci, un coup il faut faire comme ça. Et au bout d'un moment, on ne sait plus où on habite, on ne sait plus comment ça fonctionne, on ne sait plus ce qui est juste, on ne sait plus ce qui est pas juste. Et comme on n'a plus aucune référence autour, eh ben on est complètement largué. C'est vraiment très très déstabilisant. Mais il ne s'arrête pas là. Parce que on a tous une petite horloge interne qui permet qu'on a notre rythme de fonctionnement. Et bien ça aussi, ils vont déstabiliser. Il y a des gens qui sont plutôt rapides, des gens qui sont plutôt lents. Et bien lui, un coup il est rapide, un coup il est lent. Et quand on est avec quelqu'un, si on est rapide et lent, ben on va arriver à se caler à peu près à son rythme, si c'est toujours pareil. Mais quand ça change tout le temps, on ne sait plus ce qu'il faut faire. C'est le groupe de Pitardinet qui est un petit peu à la bourre, et monsieur dit maintenant c'est cool, attends. Et puis dimanche d'après, il retourne un forêt, là c'est tranquille, et là il met la pression. Alors on ne sait plus quand il faut aller vite, quand il ne faut pas aller vite, et au niveau de notre mode de fonctionnement interne, c'est vachement déstabilisant. Ils aiment bien aussi déstabiliser votre espace. Parce que, comme pour le temps, on a aussi besoin d'un espace, un endroit où on est un peu tranquille, on est dans son fauteuil au coin du feu, on sait que ça c'est le point où on est un peu peinard, il ne faut pas venir trop nous embêter. Et bien ça aussi, ils viennent toujours à ce moment-là, quand vous êtes là, quand vous êtes tranquille, ils viennent vous embêter. J'ai un exemple un peu extrême, mais j'ai accompagné un truc génial il y a quelques années. Jeune couple installé dans Paris, petit appart dans Paris, les toilettes étaient dans la salle de bain. Et bien dès qu'il était aux toilettes, elle avait besoin de quelque chose dans la salle de bain. C'est pourtant des moments où on a envie d'être un peu tranquille. Et bien non, elle avait besoin de sa brosse à cheveux, de son anti-choix, elle avait temporisé la porte. À un moment, c'est un peu commun. Donc, ils vont perturber mon mode de fonctionnement. Ils vont perturber ça, et puis ils vont faire en sorte que vous êtes mal à l'aise pour tout. Ils vont en public être formidables, mais il y a toujours des petites piques, des petits machins. Ils vont vous faire culpabiliser, ils vont vous faire, comme je disais tout à l'heure, avec la culpabilité chez les victimes, c'est vraiment un truc vachement important. Et faire culpabiliser quelqu'un, c'est vachement facile. Et d'autant plus si c'est en public. Et donc, si tu peux prendre une grosse est-ce que je vais ouvrir ma conférence? Bon, c'est ma petite sœur. Je n'embête pas, c'est juste pour montrer que c'est facile. Autant je ne parle pas. Voilà. Et là, c'est elle qui passe une mauvaise soirée. Parce que j'ai reporté la culpabilité sur elle. Bon, elle avait rendez-vous du monde, je m'arrête exactement pour ça, et là, je peux vous dire qu'elle repart avec. C'est super simple. Donc, voilà des techniques qui vous permettent d'identifier les modes opératoires. Alors, c'est compliqué parce que c'est tellement des choses anodines au quotidien que ça a l'air de rien. Et puis finalement, c'est la répétition qui fait que c'est insupportable. C'est vraiment insupportable. Et si je fais une réflexion, je vais dire, t'as pas d'humour. C'est juste de l'humour. Non, je ne comprends pas. Voilà. Ça a l'air de rien. Et en public, ça gêne personne. Sauf que quand c'est tout le temps, on n'en peut plus. Donc voilà un peu les modes de fonctionnement qui vous permettent d'identifier qui sont ces particuliers narcissiques, c'est redoutable. Et n'oubliez pas qu'au final, leur seul objectif, c'est de détruire. Ils n'ont que ça en fait.
Alors, on va faire un peu plus léger maintenant, si vous voulez bien. Je vais vous parler de gens formidables qui sont les victimes. Parce que ça, c'est juste une pure merveille. Le pervers narcissique, il ne s'attaque pas, contrairement à ce qu'on pense, et comme le crocodile, avec des gens malades, faibles, etc. Lui, il veut des gens costauds, il veut des gens riches, il veut des gens formidables, il veut des gens cultivés, épanouis, intéressants, parce que c'est comme ça qu'il va se nourrir. N'oubliez pas, c'est un paradis. Il va pomper la fête. Mais au départ, c'est que des gens géniaux. Et dans ce mode de fonctionnement, il ne faut pas oublier que la victime n'est jamais consentante de cette situation. Jamais. J'ai lu un bouquin il n'y a pas si longtemps que ça sur le sujet, où un éminent psychiatre, peut-être, parlait du pervers narcissique et de son complice. Pourquoi est-ce qu'il se vérissait? Non, il n'y a pas de complice. Il y a juste une victime, il est une victime qui est en souffrance et qui n'est pas maso, et donc qui n'a plus envie de cette partie. De la même façon, certains parlent de. Alors, je ne sais pas si pour certains ça va dire quelque chose de Thomas Cartman. Pour la faire courte, une victime, un sauveur et un bourreau. Et c'est une espèce d'équilibre qui se fait entre les trois, chacun jouant un rôle de temps en temps différent. On est au milieu de ça. C'est pas le cas. La victime, elle est victime, point barre. Et elle est juste en souffrance. Alors, petit focus sur deux types de personnalités. La première, c'est les hauts potentiels, les surdoués, les surréussissants, les surtrucs, les machins. Moi, je les appellerai les zèbres, parce que ça parle à tout le monde. Ce sont des gens un petit peu différents. Pour la faire courte, ils ont des rigueurs. Ce sont des gens qui sont tellement empathiques, tellement riches, tellement formidables, que c'est leur point idéal. Et comme ils ne voient pas le danger, le risque c'est qu'ils soient figés. Donc, la personne que je citais tout à l'heure, Ziegler, elle dit quand on voit un zèbre, en général le pervers il est comme deuxième petit focus encore plus rapide sur les personnes avec autisme Asperger. C'est un peu la même chose, à ceci près qu'ils ont une déficience dans la reconnaissance de du lien avec les gens. Donc si on est piège, ils s'en rendent compte. Et là aussi, c'est du riche, très riche. Donc voilà, alors n'oubliez pas quand même que, malgré tout, à un moment ou à un autre, on est tous potentiellement victimes de ces gens-là, parce qu'on a des failles, on a des faiblesses. Je ne vais pas rentrer dans le fait de pourquoi est-ce qu'on est victime. Il faut juste être attentif qu'à certains moments, on a une fragilité un peu plus grande, et que oui, à ce moment-là, il peut y avoir un prédateur dans le coin, et ça, il le sent. Voilà, pour finir, je voudrais vous dire comment on se dépatouille de tout ça. La première chose, c'est identifier cette relation toxique. Et c'est pas le plus simple. Parce que, comme je vous l'ai dit, les victimes, elles ont tendance à protéger leur harceleur, elles ont tendance à être parfois dans le déni, et notamment on va faire comprendre que c'est bien ce mécanisme-là qui se joue. C'est parfois très long. Donc ça, c'est vraiment la première étape. C'est reconnaître cette relation toxique et que probablement il y a un pervers narcissique. Ensuite, il y a la deuxième étape, c'est le raccourci, c'est la fuite. Donc je ne négocie pas avec ces gens-là. On part le plus loin possible et le plus vite possible. Alors quand je le dis comme ça, tu as une assemblée bienveillante, ça a l'air facile. Quand c'est un copain, faire un copain. Bon. Quand c'est au boulot, on change de boulot, on est muté, on démissionne. Mais quand on est marié, qu'on a 3 enfants, qu'on a les trucs de la maison et qu'on bosse ensemble, on ne part pas comme ça. Bon. Et bien évidemment, quand c'est les parents et les enfants, c'est important. Donc ça, c'est la théorie. La fuite, c'est la théorie. Maintenant, comment ça se met en pratique? C'est au coup par coup, c'est en fonction des difficultés des uns et des autres. Mais au final, il n'y a pas d'autre solution. On entend ici ou là la contre-manipulation. Alors, contre-manipulation, moi je veux bien
je me considère comme un manipulateur parce que j'accompagne des gens pour les emmener là où ils vont être bien. Donc oui, je les manipule, mais je leur dis. Contre manipuler, donc je suis un professionnel de la manipulation. Lorsque j'étais en lien avec mon associé, je peux dire que toutes les contre-manipulations, elles sont tombées à l'eau. Pourquoi? Parce que tout ce que j'échafaudais pour manipuler, à la fin, comme on n'est pas sur le même plan sur des gens qui sont malades, et bien là où je voulais l'emmener, elles partent à côté. Et donc tout ce que j'avais mis des heures et des jours à échafauder, toute mon énergie, ben, ça servait strictement à rien. Et encore, j'étais à peu près en forme, mais souvent la victime elle est complètement oubliée, complètement ramassée à la cuillère. Donc pour pouvoir contre-manipuler, il faut de l'énergie. Donc je suis très très sceptique sur les notions de contre-manipulation. Mais bon. L'étape d'après, c'est la reconstruction. Parce que ils ont fait des gros dégâts. Ils ont été très loin dans la destruction, parfois jusqu'au bout. Il y a beaucoup de suicides chez les victimes de pervers narcissiques. Et en l'occurrence, c'est très parfait parce qu'il est une victime et il n'y a pas d'assassin, il est pour rien. Et donc, malgré tout, ce sont des gens qui sont vraiment souvent anéantis. Donc, il faut qu'ils se reconstruisent. Comment on fait pour se reconstruire? Pour se reconstruire, il faut se resocialiser, il faut se faire aider. Il faut recréer des liens, il faut retrouver des gens, il faut retrouver des gens bienveillants qui vont vous aider, qui vont vous appuyer. Moi, j'étais malin, je me suis dit, attends, je vais m'en sortir tout seul. Eh ben, pas du tout, on ne s'en sort pas tout seul, je vais me faire aider parce qu'on lutte contre un truc qui est incompréhensible. Dès qu'on essaie de comprendre, c'est foutu. Comme on n'est pas sur le plan, on ne peut pas comprendre. Donc il faut se faire aider, il faut se socialiser. Et puis le dernier point, c'est qu'il faut ensuite reconstruire la confiance en soi, parce qu'elle a été complètement anéantie. Et ça, c'est un travail de longue haleine, parce qu'ils ont fait un travail de sable qui est absolument incroyable. Et il faut vraiment aider les gens à reconstruire cette confiance en soi, parce que c'est la clé du renouveau. Voilà, je vais finir sur 3 petites choses. La première, c'est que on a souvent comme image le pervers narcissique qui est un type super intelligent, en réalité, le pervers narcissique, c'est un gamin dans un corps d'adulte. Alors oui, ils sont vachement intelligents, mais comme un gamin de 7 ans. Ça relativise un petit peu. Hein. Donc, moi je vous assure qu'au début, les techniques sont redoutables, mais l'intelligence au quotidien, elle était assez limitée. Donc, ce sont des gens qui, effectivement, vont faire des colères, des caprices, comme des gamins. Leur psychique s'est arrêtée à 6, 7, 8 ans. Ils n'ont aucun affect, zéro affect. C'est-à-dire qu'ils vous aiment, ouais, c'est vrai, mais ils vous aiment comme un objet, comme une chaise, comme un sac à main. Alors oui, ils vous aiment, c'est vrai, mais aucun affect. Ils ne vous considèrent pas comme une personne. Ils vous considèrent comme un objet, et leur objet. Et ça, c'est assez effrayant aussi. Et puis, dernier point, et puis après, je vais souffler. Je voudrais surtout finir, parce que c'est un petit peu difficile, c'est un peu effrayant. Et à côté de ça, je voudrais donner vraiment un message d'espoir, parce qu'on est au moins 2 dans cette salle, ça va être sorti. Donc oui, on s'en sort. Oui, effectivement, on y arrive. Oui, on arrive à combattre ces combats. Oui, on arrive à les éviter. On ne le fait pas seul, mais oui, on y arrive. Donc, il faut surtout garder l'espoir que, malgré tout ce tableau très noir que je vous ai dressé, ouais, on s'en sort. Et ça, c'est chouette. Oui, non, franchement, c'est vrai, hein, ça peut l'aider, effectivement, on voit les schémas. C'est des gros combats, hein, c'est pas la victime, c'est des juges, des enquêteurs, des personnes qui peuvent aller à la police, et il a fait très clairement nous dénoncer des peines de 3 ans de prison. Hein. Moi, on a rendu de 21 à 3 ans. Donc, quand on voit tout ça, et on a tout le temps, et ça peut nous dire, moi j'ai construire une vie, j'ai me protéger. Première instinct, ça a été survie, protection. Et la seule chose qui a marché dans mon cas, c'est protection juridique. C'est-à-dire des mots qui, à la hauteur, qui créent
Ce qui est très difficile, c'est malgré tout un sujet qui est très connu, même des professionnels, même des psys. Moi, j'ai des psys qui ont eu des gens laissé des gens dans une souffrance intense, alors que ça doit être comme un nez au milieu de la figure. Donc, même les psys, alors je ne parle même pas des avocats, des juges, des clés, souvent, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et comme ils ne comprennent pas, la vie doit arrêter, vous n'emmerdez pas. Quoi. Je dirais que mon dire, une dame à l'évolution à l'heure, elle est malade, j'ai entendu sur 650 pages, j'avais vraiment deux témoignages énormes pour moi, mais j'ai là-dessus très fort et cette vue, j'ai un peu perdu, on a fait 2 heures. Donc, je n'étais pas si fragile, etc. Et puis souvent les gens ne le croient pas, parce que quand on croit, ça veut dire qu'on prend sa charge. Une partie de cette souffrance-là, c'est un peu lourd, hein, quand on commence à aider quelqu'un qui est en souffrance comme ça veut dire qu'il faut avoir un peu les épaules solides. Hein. Donc, on a tendance à dire, bon, un peu dépressive, un peu, puis son mari est tellement sympa, et il y a vraiment ce rejet important qu'on voit très très fréquemment. Alors, excusez-moi, est-ce qu'on peut être dans le cas de la personne qui a tué son mari? On a vu dans le journal, je me souviens plus de son nom, une femme qui avait été Sauvage. Oui, cette personne, est-ce qu'on peut faire ça d'un homme comme ça, parce qu'elle avait écrit dans une émission. Alors, je connais pas exactement la situation. Il se trouve qu'ils sont tellement auteurs et frères qu'en fait, ils font reporter la violence sur eux. Ils sont très rarement violents physiquement. Oui, parce que c'est très rare. Qui violait ses filles, etc. Ah oui, alors non. Attention, attention, il peut y avoir certaines situations comme ça, mais c'est rare physiquement soit parce que d'abord c'est des trucs et qu'en général il y a un rapport de force qui est là vraiment voilà, il y a un manque de stone, oui, c'est pas forcément un rapport de force. Non, et la violence elle est surtout verbale, elle est surtout morale, elle est rarement physique, mais ça arrive. On ne peut pas tirer de généralité parce que ça arrive. Et en fait, avant, on utilisait souvent le terme de harcèlement moral pour les qualifier. Et c'est ensuite le mot LP, enfin manipulateur narcissique, qui est devenu un terme qu'on a utilisé. Mais au début, c'est compliqué d'utiliser le terme harcèlement moral. Et voilà, une trentaine d'années, c'était vraiment le terme. Il y a encore des gens qui ne veulent pas utiliser ce terme parce que